Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de préférer d'un TV pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. Procureur de la République, des cours et tribunaux de première instance et directeurs départementaux de la police républicaine participent à un atelier d'évaluation de l'extension du centre de documentation de sécurité publique depuis ce matin. Nous en parlerons dans cette édition. La consommation de la chicha est formellement interdite dans tous les lieux à usage collectif, fermés ou ouverts, qu'ils soient publics ou privés. Que pensent les citoyens béninois de la généralisation de cette décision? Élément de réponse dans cette édition. L'Algérie annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc. Si les tensions sont anciennes entre les deux pays, la pression est montée d'un cran la semaine dernière. Voilà pour le sommaire, le développement c'est maintenant. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Dans une interview à un journal de la presse, Madame Sylvie Deschacus a affirmé être toujours présidente du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Entre le comité de gestion et Madame Deschacus, qui dirige le parti UDBN, suivez la réponse de Gilles Léandre Kiti, porte-parole de l'UDBN. Madame Sylvie Deschacus est tout sauf présidente de l'UDBN aujourd'hui. Le 24 juillet 2021, à l'Infosec, il y a eu une réunion du Haut Conseil du parti élargie à toutes les instances dirigeantes du parti. Et au terme d'un débat où, je précise, la parole lui a été donnée plus d'une fois pour s'expliquer sur des actes totalement contraires au test du parti qu'elle a eu à poser à peine installée dans les fonctions de présidente. Au cours de ces débats, elle a reconnu des faits qui lui sont reprochés, en grande partie, bien sûr. Mais si vous reconnaissez ces faits sont qualifiés de fautes lourdes après. Et les instances qui, au terme des tests qui régissent le parti, décident de vous décharger de vos fonctions de présidente du parti. Et lorsque la décision a été notifiée le même jour, elle était encore dans la salle. Elle en a tacitement pris acte et cette décision lui a été notifiée par voie d'huissier. Il lui a été rappelé le même jour qu'elle reste membre du parti UDBN. Donc, elle a statut de militante. En bref, le comité interministériel de gestion de la crise sanitaire Covid-19 a décidé de la suspension de toutes les manifestations culturelles et festives sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision est intervenue ce mercredi 25 août 2021 suite à la séance de concertation tenue hier avec les promoteurs des événements culturels. Dans un message adressé à ses compatriotes, le chef de l'État, Patrice Talon, a exhorté le peuple béninois à prendre conscience de la recrudescence des cas de Covid-19. Il a invité dans son message chaque béninoise, béninois, ainsi que les résidents à aller se faire vacciner contre la Covid-19. Suivez ici ce que pensent certains béninois de ce message du président de la République. Affaire de coronavirus là, je vois que c'est important de se vacciner au fait parce que le virus circule toujours. Même si la pandémie n'est pas assez élevée, les taux ne sont pas assez élevés, mais le virus circule toujours. Donc c'est de la manière le chef de l'État a invité les jeunes à se vacciner déjà, c'est déjà une bonne chose parce qu'à travers ça déjà on peut s'en sortir. Ah, je dois aller me vacciner, mais hier même là, il fallait me vacciner, mais je n'avais pas eu le temps quoi. Et vers le port, j'ai vu déjà qu'au port autonome de Cotonou, déjà, les vaccinateurs sont déjà là pour vacciner les gens. Donc, j'irai me faire vacciner. La pandémie circule toujours, il faut se vacciner et c'est super bien. C'est le temps. Dans la semaine, j'irai me faire vacciner comme je le fais. Puisque mes grands frères ont déjà fait, puisque mon grand frère était sportif, mais lui-même nous a dit d'aller le faire, mais c'est à cause du temps. Mais comme notre gouvernement, notre président, il a dit, donc je vais me faire vacciner pour l'honorer. J'invite aussi la population à faire diligence pour pouvoir aller faire vacciner parce que le Covid-19
Covid-19 existe vraiment et ça tue. Cela peut limiter déjà les conséquences de cette pandémie. Je me suis déjà vacciné. Je vous l'annonçais en titre, 18 procureurs de la République des cours et tribunaux de première instance et les 12 directeurs départementaux de la police républicaine participent à un atelier d'évaluation et de l'extension du centre de documentation de sécurité publique. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a officiellement lancé les travaux ce matin dans un hôtel à Cotonou. Clémence Tonoucoin, Damien Pedro pour le compte-rendu. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité au Bénin, le Centre de documentation de sécurité publique a été créé en 2009 pour gérer les données relatives aux infractions constatées par les services d'application de la loi. Pour améliorer cette base de données, le centre a lancé l'année dernière une opération d'extension du système aux unités de police et aux autres services d'application de la loi. Le présent atelier est l'occasion de faire le bilan de la première phase d'extension du Centre de documentation de sécurité publique. Cet atelier permettra aux différents acteurs, que sont les procureurs, les directeurs départementaux de la police républicaine et les points focaux ensemble avec le CDSP, d'évaluer l'impact de l'exploitation du système CDSP-CIPAO sur la qualité de leur travail après cette première phase de l'extension du système. Ce sera également l'occasion, avec le partenaire GIZ, d'échanger sur les éventuelles améliorations à apporter au fonctionnement actuel du dispositif. La majorité des unités de police au Bénin peut aujourd'hui consulter la base pour saisir, lire ou exploiter des informations sur les crimes et rechercher les auteurs des infractions. Le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, s'en réjouit. L'extension du système CDSP-CIPAO dans les autres services chargés de l'application de la loi vient à point nommé, puisqu'elle va non seulement faciliter les échanges d'informations, mais aussi améliorer la qualité de ces informations grâce à l'implication de tous. Grâce à la coopération allemande, à travers la GIZ, 134 nouveaux terminaux ont été installés entre fin 2020 et le 31 juillet 2021. Pour l'ambassadeur de la République fédérale de l'Allemagne, Michael Derus, c'est bon signe. J'ai été très impressionné que dans le cours jusqu'ici d'un programme qui va entre 2019 et 2022, presque la moitié de l'installation des terminaux a déjà été achevée. C'est un très très bon signal et ça va déjà à ce moment, à ce stade, contribuer à faciliter et agiliser et moderniser le travail dans le secteur sécurité au Bénin. D'ici la fin de l'année, 18 tribunaux de première instance seront dotés de terminaux pour leur permettre d'accéder au système du centre de documentation. L'interdiction de la consommation de la chicha, partie du préfet du jour, s'est élargie à tous les autres départements de notre pays. Selon les différents arrêtés préfectoraux, la consommation de la chicha est formellement interdite dans tous les lieux à usage collectif, fermés ou ouverts, qu'ils soient publics ou privés. Et Clémence Tonoucoin et Fiacre Voitan ont recueilli les avis de certains citoyens sur la généralisation de cette décision. Suivez. La chicha, en réalité, c'est de la drogue, de la cigarette. C'est bien ça. Or, quand nous voyons les panneaux publicitaires, tout ce qu'on met là, en bas des cigarettes, on met quoi? Le tabac nuit gravement à la santé. Quand vous êtes conscient de ce que c'est que la santé et de la nuisance que le tabac apporte à la santé, je crois qu'on n'a pas besoin de crier avant que les gens ne laissent la consommation de la chicha. La chicha, en réalité, ce n'est pas une bonne chose. Nous voulons copier tout. Et en voulant tout copier, on copie tout ce qui n'est pas bon. Donc, en réalité, on ne doit pas consommer de la chicha. Je pense que c'est une bonne chose. Et ça nous permet au fait de réduire des maladies. D'autant plus que moi-même, en question, j'étais un ancien consommateur. Et j'ai dû laisser à cause de problèmes de santé. Mais aujourd'hui, depuis 3 à 4 ans, aujourd'hui, je me porte très bien. Je fais tout le temps le sport, ce que je n'arrivais pas à faire dans le passé.
un peu. Donc du coup, pourquoi moi j'ai dû laisser, c'était à cause de mon cœur. Je ne suivais pas trop le rythme au fait. Mais là, depuis que j'ai décidé moi-même de mettre fin à tout ça, aujourd'hui je vais très bien. Donc, moi je pense que si la plupart des jeunes aussi pouvaient aussi rentrer en eux-mêmes et laisser ce truc, on ira mieux de l'avant. S'ils ont interdit la consommation de la chicha, tout d'abord c'est un phénomène très très compliqué. C'est un phénomène qui tue d'abord les nerfs qui sont dans notre corps. Et ça nous crée aussi des problèmes de la santé. Donc à cet effet, ce phénomène aussi rassemble aussi la mauvaise compagnie. Hors du Bénin, l'Algérie annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc. Si les tensions sont anciennes entre les deux pays, la pression est montée d'un cran. La semaine dernière, l'Algérie annonce plusieurs actions hostiles. Le Maroc, quant à lui, regrette une décision injustifiée et rejette des prétextes jugés fallacieux. Suivez. C'est une première depuis près d'un demi-siècle. Les relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc sont rompues. Une décision unilatérale d'Alger qui dénonce une succession d'actions hostiles à son encontre. Sur la base des faits et des informations que j'ai annoncées, l'Algérie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Royaume du Maroc. Une décision qui prend effet ce jour. La décision de rompre les relations diplomatiques avec le Maroc conduira à revoir l'ensemble des relations bilatérales entre les pays et les choix qui seront faits par rapport à ce qu'il est nécessaire de faire face à cette nouvelle situation. Par le biais d'un communiqué, la diplomatie marocaine dit prendre note avec regret de cette décision. Le Maroc regrette cette décision complètement injustifiée mais attendue, au regard de la logique d'escalade constatée ces dernières semaines, ainsi que son impact sur le peuple algérien. Il rejette catégoriquement les prétextes fallacieux voire absurdes qui la sous-tendent. Les difficultés dans les relations entre ces deux États du Maghreb ne sont pas nouvelles. Principal point d'achoppement ces dernières années, la question du Sahara occidental. Les Algériens ont toujours soutenu les velléités d'indépendance de cet ancien protectorat espagnol, annexé en 1975 par le Royaume du Maroc. Dernier épisode en date de ces relations houleuses, les incendies particulièrement meurtriers qui ont ravagé la Kabylie dans le nord de l'Algérie. Le MAC, mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, est accusé par les autorités algériennes d'être à l'origine de ces feux. Une organisation indépendantiste qui serait, toujours selon Alger, soutenue notamment par le Maroc. Aucun signe d'apaisement donc entre ces deux frères ennemis, dont la frontière commune reste fermée depuis 27 ans. Le retrait des troupes américaines de l'Afghanistan est annoncé au 31 août prochain par Joe Biden. Mais les talibans ne doivent pas entraver les évacuations à l'aéroport de Kaboul. Hier, les dirigeants du G7 avaient plaidé pour une prolongation de la présence américaine sans pression des talibans. Pour les grandes puissances, l'heure est aux prises de décision. Ce mardi, les dirigeants du G7 se sont réunis pour aborder le sujet délicat de l'exfiltration des civils et du maintien de l'ordre en Afghanistan. En tant que membres du G7, nous nous sommes accordés pour admettre qu'il s'agit d'un devoir moral que d'aider le peuple afghan et de leur apporter toute l'aide nécessaire possible. Et pour aider le peuple afghan, les dirigeants du G7 ont convenu d'un plan commun négocié avec les talibans, l'exfiltration des civils souhaitant quitter le pays après le 31 août. La condition numéro 1 que nous posons en tant que G7 est qu'ils doivent garantir jusqu'à la fin, jusqu'au 31 août et au-delà, un passage sûr pour ceux qui veulent partir. Certains refuseront et certains d'entre eux, je l'espère, comprendront les enjeux de cela parce que le G7 a un poids économique, diplomatique et politique considérable. Des conditions loin d'être acceptables pour les talibans
désireux de voir les forces étrangères quitter le pays à la fin du mois, comme convenu avec les États-Unis lors de la signature des accords de Doha. Nous transmettons à nouveau un message aux Américains pour qu'ils retirent tous leurs citoyens dans les délais impartis. Ils devraient pouvoir évacuer toutes leurs forces et tous leurs collaborateurs connexes. En revanche, nous ne permettons pas aux civils afghans de fuir le pays et leur évacuation par les forces étrangères ne nous plaît pas. Joe Biden a de nouveau maintenu sa décision de retirer ses troupes d'Afghanistan à la fin du mois en fonction de la coopération des talibans à l'aéroport de Kaboul, où le chaos règne depuis la prise de la capitale afghane. Nous sommes actuellement sur la voie de terminer d'ici le 31 août. Le plus tôt nous pourrons finir, le mieux ce sera. Chaque jour d'opération apporte un risque supplémentaire pour nos troupes. Mais l'achèvement de la mission pour le 31 août dépend de la continuité de la coopération des talibans, qui doit permettre l'accès à l'aéroport aux personnes que nous évacuons et de l'absence d'entrave à nos opérations. En outre, j'ai demandé au Pentagone et au département d'État des plans d'urgence pour ajuster le calendrier si cela devait être nécessaire. La décision de ce retrait est loin de faire l'unanimité outre-Atlantique. Selon un sondage de la chaîne NBC News, la cote de popularité du président américain a chuté sous la barre des 50%. En cause, sa gestion de la crise afghane, jugée catastrophique par l'opinion publique. La prise du pouvoir par les talibans a des conséquences sur les pays voisins. Le départ des troupes américaines change la donne pour l'Inde et le Pakistan. La victoire des talibans pourrait être un nouvel atout pour Islamabad. Suivez ce reportage. La guerre en Afghanistan terminée, la rivalité indo-pakistanaise potentiellement relancée. L'arrivée au pouvoir des talibans pourrait redistribuer les cartes en faveur d'Islamabad. Après la prise de Kaboul le 15 août dernier, le Premier ministre pakistanais s'était réjoui de l'entrée des insurgés dans la capitale afghane. Lorsque vous devenez un esclave mental, rappelez-vous que l'esclavage mental est pire que l'esclavage réel. Il est plus difficile de briser les chaînes de l'esclavage mental. En Afghanistan, ils viennent de briser les chaînes de l'esclavage, mais les chaînes de l'esclavage mental ne se brisent pas. Vous devez porter les vêtements qu'ils portent et adopter toutes leurs modes, parce que vous pensez qu'ils sont meilleurs que vous. Et un esclave mental ne peut jamais réaliser quoi que ce soit de grand. L'Afghanistan sous contrôle des talibans permettrait à Islamabad de développer de nouveaux liens commerciaux dans la région. Le gouvernement pakistanais se veut cependant mesurer. Si le pays possède la plus grande frontière commune avec l'Afghanistan, l'arrivée au pouvoir des djihadistes pourrait également favoriser différents groupes terroristes. Les Afghans et les talibans ont déclaré qu'ils ne permettraient pas que leurs terres soient utilisées contre qui que ce soit, contre aucun pays. Vous êtes conscient du fait que le Tehrik-e-Taliban Pakistan utilisait leur sol contre le Pakistan. Nos inquiétudes sont bien réelles. De son côté, l'Inde a perdu un allié avec la fuite de l'ancien président afghan Ashraf Ghani. Les 4 consulats indiens en Afghanistan ont été fermés dès l'arrivée au pouvoir des talibans, tout comme l'ambassade à Kaboul. Le gouvernement s'efforce petit à petit de rapatrier ses ressortissants encore présents sur le sol afghan. Lors d'un déplacement le 20 août dernier, le Premier ministre a commenté le changement de pouvoir par la force dans le pays voisin. Les forces destructrices et les personnes qui suivent l'idéologie de création d'empire par la terreur peuvent dominer pendant un certain temps, mais leur existence n'est pas permanente car elles ne peuvent pas supprimer l'humanité pour toujours. Narendra Modi s'est également entretenu ce mardi avec Vladimir Poutine pour notamment évoquer la situation en Afghanistan. Autre redistribution des cartes pour les deux pays, les déplacés afghans. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ils étaient 1 400 000 au Pakistan en 2021, un nombre qui s'élève à moins de 15 000 pour l'Inde. À la frontière pakistano-afghane, des centaines de réfugiés afghans arrivés depuis fin 2001 espèrent désormais retourner sur leur terre natale avec le retour des talibans. Madame, Monsieur, c'est ici que se ferme ce journal. Merci à toutes et à tous qui avaient suivi. Bonne suite de nos programmes et à demain.